expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look. Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, notre podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, interview. Je suis avec Nicolas Régnier. Nicolas, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, tout va bien? Ouais, ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu sur mon podcast. Merci à toi de m'inviter parce que comme l'a dit quelqu'un en commentaire sur une de mes vidéos, de toute façon, toi, on s'en fout, personne t'invite, on veut même pas voir ton avis. Donc, merci de t'intéresser à mon avis sur le MMA ou ce qui tourne autour du MMA. Ben ouais, pour moi c'est normal en fait. Pourquoi je t'ai invité? Parce que aujourd'hui j'ai cru comprendre que le NR Fight en fait c'est toi qui l'a fondé. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à donner cours en 2009 et j'ai ouvert j'ai monté mon équipe, j'ai commencé à donner cours et donc monter ma propre équipe en 2009 et j'ai ouvert mon premier club en 2011. Et là aujourd'hui on est à trois clubs plus quelques clubs affiliés, etc., quoi. Alors juste avant de revenir sur cette fondation, comment ça s'est fait la connaissance avec les arts martiaux pour toi, Nicolas? Alors j'avais 12 ans, je voulais tout simplement faire un sport de combat. Enfin, je voulais apprendre à me défendre ou faire un sport de combat, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Et du coup, je suis allé au cerf Tissier moi j'habitais Montreuil et Ok. pour ceux qui connaissent, et du coup pas très loin de chez moi, on va dire à 15-20 minutes à pied, il y avait le cerf Tissier. C'était on va dire le club référence du quartier où les gens ils allaient pour faire des sports de combat. Et moi, en fait, les films que je regardais, c'était pas tellement Bloodsport ou voilà, c'était pas Jean-Claude Van Damme ou dans ce genre-là, c'était plutôt tout ce qui était kung-fu avec Jackie Chan ou autre. Donc je connaissais les noms qui me sont venus tout de suite à l'esprit quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. J'ai dit je sais pas, j'aimerais bien essayer peut-être le kung-fu. Et puis ils m'ont proposé d'essayer le jiu-jitsu brésilien à l'époque. Donc j'ai fait le cours de kung-fu. Le prof il était pas là. Heureusement peut-être, je sais pas. Et du coup, le cours était vraiment, bon, c'était un élève, il essayait de faire comme il pouvait, mais le cours était, bon, même si je connaissais rien, j'ai pas aimé du tout le cours. Et du coup, le lendemain ou le surlendemain, j'ai été essayer donc le jiu-jitsu brésilien avec, c'était Alain Nagera qui donnait le cours. Et puis, c'était super, quoi. C'était une révélation, ou je sais pas, en tout cas, il s'est très bien occupé de moi, il m'a donné beaucoup d'attention. Quand on est ado, on a envie d'avoir peu d'attention des adultes. Donc, c'est vrai que, voilà, il m'a donné de l'attention, il m'a montré des techniques. Il y avait déjà du monde sur le tatami déjà à l'époque. Et puis j'ai appris un étranglement avec le col du kimono. Donc voilà, j'ai accroché. Après, j'étais pas tout de suite régulier, mais voilà, je me suis inscrit et puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, comment ça s'est fait la passerelle, j'ai envie de dire, entre passionné et compétiteur? Parce qu'il me semble que tu as fait de nombreuses compétitions Ouais. en jiu-jitsu, dans le grappling, tout ça. Ouais. En fait, donc rapidement derrière, ils ont fait venir mon premier prof de lutte à livrer, qui s'appelle Flavio Peroba, et ils l'ont fait venir pour 3 mois. À l'époque, en fait, ils étaient un peu quand même visionnaires au cerf avec Christian Derval, qui est décédé. Ils étaient visionnaires parce que déjà à l'époque, ils voulaient développer et le kimono et le sans kimono. Et puis pour développer le sans kimono, ils s'étaient pas dit, ah, on va juste retirer la veste et c'est bon. Ils s'étaient déjà dit, bon, le kimono au Brésil, quand on va au Brésil, en tout cas, le kimono, c'est jiu-jitsu brésilien. Et puis pareil, à cette époque-là, au Brésil, le sans kimono, c'était la lutte à livrer, quoi. Si tu voulais t'entraîner en kimono, c'était jiu-jitsu, et sans kimono, c'était Ok. lutte à livrer. Et ils avaient fait venir du coup Flavio en France pour 3 mois pour commencer à développer ça. Et ça n'avait pas trop plu aux référents, aux big boss de leur team en JJB. Je peux dire le nom, c'est Flavio Bering. Il n'était pas très très friand de ce partage-là de territoire. Ok. Et du coup, derrière, en gros, ils n'ont pas rappelé Flavio. Et puis, ouais, ils lui ont fait sentir que voilà, c'était la première et dernière fois qu'il le faisait venir. Et en fait, Flavio, il avait quand même fait pas mal de connaissances et les gens avaient beaucoup apprécié son travail, beaucoup apprécié peut-être sa personne aussi.
Et du coup, plusieurs d'autres Français l'ont fait revenir. Et puis en fait, bah, moi, je l'ai suivi derrière. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, c'était 98. Bah, le JJB, il venait tout juste d'arriver en France. Et ceux qui l'enseignaient, bah, ils l'apprenaient comme ils pouvaient. À l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait aller au Brésil. Ils allaient au Brésil. En plus, quand on allait au Brésil, moi, ça m'est pas arrivé, mais la plupart des gens, quand ils allaient au Brésil, on leur montrait une, deux techniques sur 2 semaines, tu vois. Et puis en plus, les deux techniques, c'était des trucs un peu basiques qu'on montrait aux gringos, tu vois. Et donc, quand ils revenaient, bah, ils montraient ça pendant 6 mois, un an, jusqu'à ce qu'ils retournent au Brésil. Donc, ouais, les cours, on tournait vite en rond, en fait. C'est un peu tout le temps la même chose. Et je dis pas que j'étais super fort, pas du tout. J'étais pas du tout talentueux. Mais, euh, mais du coup, quand j'ai vu Flavio arriver avec des techniques vraiment actualisées, un jeu un peu spectaculaire, quoi. J'aimais bien, je le regardais pas, je vois, c'est trop bien ce qu'il fait. Et donc, j'ai petit à petit lâché le jiu-jitsu brésilien pour passer uniquement en lutte à livrer, donc uniquement sans kimono. Pas parce que j'aimais pas le JJB, mais parce que, en fait, bah, j'avais envie d'apprendre avec quelqu'un qui savait, voilà, qui était actuel, quoi, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, petit à petit, Flavio m'a transmis sa passion dès le début, j'ai fait de la compétition parce que je faisais aussi du tennis en parallèle à l'époque, avant. Et je faisais déjà des tournois. Et donc, c'était normal pour moi d'arriver dans une discipline et de faire des compétitions. Donc, même au bout de. Je me suis inscrit, je sais pas, c'était en septembre 98. Bah, en novembre, j'ai déjà fait ma première compétition. Et puis après, bah, j'ai continué, j'ai continué. Et puis en fait, pourquoi les gens me connaissent dans le milieu? Parce que bah, j'ai participé 6 fois à la DCC. La DCC, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, on va dire, de notre sport. En fait, c'est que 16 combattants par catégorie de poids qui combattent, qui s'affrontent tous les 2 ans. Et pour y participer, pour être qualifié dans ces 16 personnes-là, il faut gagner l'une des deux sélections sur ton continent. Et s'il reste de la place, bah, ils invitent les meilleurs mondiaux actuels, quoi, champions du monde en jiu-jitsu brésilien, voilà, les gens qui se démarquent un petit peu des autres. Et donc voilà, moi j'ai participé 6 fois à cette compétition-là et c'est pour ça qu'on me connaît dans le milieu. Et au niveau de ta catégorie de poids, pour la DCC et ton palmarès, est-ce que tu as réussi du coup à le gagner? Tu as été jusqu'à quel Non, non, niveau? Et non. Alors quel bilan t'en tires aussi de ouais, cette ouais. compétition, justement? En fait, j'ai gagné 4 fois les sélections européennes et j'ai été invité 2 fois. Quand je suis arrivé là-bas, sur les 6 fois, j'ai gagné une seule fois un combat. C'est du haut niveau. Voilà, après, aujourd'hui, je vois pourquoi j'ai raté. Quand aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner ou côtoyer les meilleurs mondiaux et je vois la différence entre les meilleurs et puis bah, les bons ou les moins bons. Et donc, je comprends aujourd'hui pourquoi. Et puis, au final, bah, voilà, quand tu perds, bah, c'est juste que ça te montre où tu en es, quoi. Ça te montre qui tu es et quel est ton vrai niveau, tu vois. On peut s'inventer des excuses ou autre, mais en vrai, ça te montre juste que bah, voilà, tu fais pas, t'es pas le meilleur mondial, quoi, tu vois. Après, voilà, au niveau européen, j'ai été plusieurs années, je pense, le meilleur européen ou dans les 3 meilleurs européens en moins de 60. C'était moins de 66 à l'époque. Alors aujourd'hui, j'en suis loin, mais c'était moins de 66 kilos, la catégorie où je me suis bien exprimé. Et puis voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Bah non, c'était une super expérience. C'est du haut niveau. C'est un peu comme l'UFC. Il y a presque une semaine de Fight Week, tu vois. T'es invité, enfin, ils te payent tout, t'arrives, t'es dans un super hôtel, t'es là, bon, si t'as le droit de manger, tu te manges bien, puis ils te respectent, tu vois, peu importe si t'es le champion ou pas. Voilà, j'arrivais, ah, hi Nicolas, how are you, voilà, ça fait longtemps, c'est cool de te revoir, enfin, tu vois. Alors que bon, j'étais pas André Galvao, j'étais pas Gordon Ryan, mais c'est cool, puis même quand je les revois maintenant, voilà, ça sent que à mon petit niveau, j'ai fait partie de l'histoire un peu de l'UFC, on va dire, de l'UFC, de la DCC Ouais. pour en mode européen, quoi, tu vois. Un des Européens qui a le plus participé à cette compétition-là, quoi. Donc voilà, non, c'est une belle histoire. Et puis, bon, ça s'arrête pas. J'espère quand même apporter, peut-être, j'espère, peut-être organiser un ADCC en France ou voilà, essayer d'emmener des Français là-bas. On verra. Et est-ce qu'on peut dire que Gordon Ryan, il a mis en avant la DCC? Parce que moi, je vais être franc, je ne suis pas Mhm. issu du grappling, tout ça. Et là, j'ai l'impression que depuis que Gordon Ryan il a gagné, enfin,
Le dernier ADCC, il a fait énormément parler de lui, aussi au niveau communication, aussi au niveau de la mise en scène. Il y avait Bruce Buffer, tu vois, ils ont. Est-ce que tu as vu cette évolution de cette compétition? Ouais. Bah, Bruce Buffer, déjà, il était déjà venu sur d'autres éditions. Ok, ok. Même dans les premières que j'ai participé, il était déjà là. Il faisait les annonces des finales et tout. Mais, euh, mais ouais, en fait, la différence, c'est que c'est surtout dans le jeu et dans le côté spectaculaire du combat, quoi. Il sait que s'il n'était pas spectaculaire, s'il n'allait pas pour finaliser ses adversaires, bah, lui, il serait personne et puis il emmènerait pas le sport là où il voulait l'emmener ou là où il veut l'emmener. Donc, en vrai, aujourd'hui, il y a une vraie émergence d'un nouveau style qui est beaucoup plus attractif, beaucoup plus excitant, beaucoup plus spectaculaire, où on essaie de soumettre à tout prix et pas juste de gagner d'un avantage ou d'un point. Moi, je me rappelle donc j'avais participé à la DCC Brésil. Donc après, une fois que tu as perdu, bah, tu restes là dans les gradins, comme les losers, quoi. Et tu regardes l'événement. Et, euh, et en fait, bah, je m'ennuyais, quoi. Puis même les gens, ils s'ennuyaient, quoi. Parce que les combats, ils étaient horribles à regarder. Et je pense que c'est la dernière édition où les combats, ils étaient aussi ennuyeux, quoi. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça qui a fait sortir du lot tous ces gens-là, tu vois, Craig Jones, Gordon Ryan, les frères Ruotolo, bah, Mika Galva aujourd'hui. Enfin, tu vois, toute cette nouvelle, on va dire, génération, je pense qu'elle s'est inspirée des échecs de la précédente, où les mecs, bah voilà, ils étaient pas spectaculaires, quoi. Et que ça se jouait juste à, je te mets trois, puis debout, la lutte, c'était pas beau. Enfin, en vrai, il y a une vraie transition après ça, quoi. Il y a une vraie transition. Et ouais, Gordon Ryan, il nous aide bah, parce que c'est le Conor McGregor, quoi. Il, il accepte, toi, il va ouvrir sa gueule et puis il s'en fout. Il a compris le jeu, il a compris que derrière, voilà, il se fera critiquer et tout, mais qu'au final, il sera gagnant et que tout le monde sera gagnant. Donc non, on peut que être content d'avoir quelqu'un comme lui. Puis on en a d'autres aussi, mais c'est vrai que lui, c'est celui qui arrive à faire avancer le sport et à le faire connaître, on va dire, du grand public. Et donc, tu crées le NR Fight. Ça commence en quelle année? La première salle, elle était sur Paris, c'est ça? C'est ça. Alors, comme je t'ai dit, là, j'ai commencé à donner cours en 2009. Donc, j'ai monté l'équipe NR Fight en 2009. J'ai commencé dans des clubs en mode associatif. Et en 2011, en fait, j'ai compris que moi, en fait, à la base, j'ai commencé à donner cours bon, bah, pour pouvoir gagner ma vie, mais aussi pour pouvoir former mes sparring parce que j'étais ce compétiteur et je voulais D'accord, voilà, tu faisais en même avoir temps. des sparring, ouais, avoir des sparring pour pouvoir continuer à progresser. Et en fait, j'ai compris rapidement que si j'avais pas ma propre salle où je pouvais proposer des cours toute la journée, matin, midi, soir, du lundi au dimanche, bah, mes élèves, ils allaient pas progresser vite, quoi. Avec deux, trois créneaux par semaine, bah, c'est pas assez. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait l'effort, on va dire, de monter un club et je l'ai ouvert en 2011. Après, les dates exactes, je sais plus, mais le deuxième club, j'ai dû le faire en 2017. Le 3, ouais, ça doit être ça. 2016 ou 2017. Non, ou 2018. Enfin bon, bref, c'est pas Mm. très longtemps. Deuxième, troisième club, quatrième club, un par an. Mais le quatrième club, je l'ai refermé il y a pas très longtemps parce que c'était un vrai bourbier financier et puis un bourbier, c'était compliqué. C'était pas du tout en fait fait pour la pratique des sports de combat. Du coup, on a trois clubs sur Paris où que moi je loue vraiment la salle, j'ai fait les travaux et tout. Mais après, on a des endroits où, tu vois, par exemple, on loue un espace dans le Honor de Voltaire Ok. où on donne des cours aussi en partenariat avec Honor. Et puis voilà, après, j'ai des clubs un peu affiliés partout. C'est pas en mode franchise, c'est pas en mode vraiment affiliation, ils me payent tous les ans ou autre, mais voilà, je les encadre, moi en tout cas pour la lutte à livrer, je les encadre au niveau technique et puis remise de ceinture. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on fait. Et tu as voyagé aussi. J'ai pu voir que tu es, sur le Brésil. Enfin, tu donnes des stages là-bas. Tu as ouvert une salle au Brésil aussi, non? Pourquoi Ouais, alors cette importation? ouais, ça fait 2 ans et demi que j'habite au Brésil en fait. J'habite vraiment au Brésil. Ma femme est brésilienne. Ça a toujours été un projet, en tout cas, de partir de Paris un jour. Tu vois, et moi, pendant toute ma carrière, j'étais bloqué à Paris parce que en fait, mon équipe avant avec Flavio était à Paris. Après, j'ai monté mes clubs, donc il fallait que je reste à Paris. Et j'ai jamais eu trop cette chance. Alors, j'ai pas mal voyagé avant quand même. J'ai pas mal visité des clubs ou autres.
mais de pouvoir vraiment comme ça être libre, on va dire, et chaque jour je peux aller dans un club différent, rencontrer des nouvelles personnes. Bah voilà, c'était aussi l'un des projets de ce départ. Et du coup, bah, je gère le club quand même à distance, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, bah, ça me permet aussi d'organiser un peu plus de camps. Alors, ça fait déjà 10 ans que j'organise des camps au Brésil d'entraînement, mais là, j'essaie d'en organiser un peu plus. Là, en ce moment, actuellement, j'ai 20 Français, enfin 20 Français. J'ai 17 Français, un Deux Canadiens? Algérien et deux Canadiens, ouais, qui sont là, qui sont venus donc ici faire le camp avec moi. Et c'est plus que juste apprendre la lutte à livrer ou découvrir la lutte à livrer, mais c'est vraiment une expérience humaine, quoi. Moi, j'essaie de montrer et de transmettre ce que ce pays m'a apporté, ce que les rencontres dans ce pays m'ont apporté. Et j'essaie qu'ils aient aussi ces rencontres-là. Tu vois, par exemple, avant-hier, je les ai emmenés dans une favela à s'entraîner dans un projet social avec des enfants qui ont rien. Même des fois, ils ont pas de parents, quoi, tu vois. Ils vivent dans la rue ou ils vivent chez leur tante. Enfin, tu vois, quand t'es français, quand t'es français baigné dans le bain français, bah, tu t'imagines pas que c'est possible ou tu te dis que c'est possible, mais tu réalises pas vraiment. Et tu vois, à chaque fois, ça fait le même effet, quoi. Je les ramène et à la fin, c'est ouais, Nico, mais je vais plus voir la vie de la même façon. Putain, je pensais que j'avais des problèmes, mais en fait, j'ai pas de problème. Enfin, Ah, tu ça vois. dépasse le sport. Ouais. Et ouais, ouais, ça dépasse le sport. Et grâce au sport, en fait, on peut connaître ça parce que, tu vois, tu pratiques le sport et tu vas directement dans leur culture, tu vas directement dans leur club, tu vas même directement dans leur ville, peut-être même dans leur famille, enfin, tu vois. Donc, et puis tu partages tu partages un effort, tu partages un moment et ça crée des liens. Et il y a un vrai échange qui se fait. Et tu vois, je les emmène aussi bien dans des endroits comme ça que l'autre jour, on s'est parti s'entraîner dans une maison, à l'intérieur d'une maison. La maison, elle vaut 3 millions d'euros. Enfin bon, en France, elle vaudrait 10 millions, tu vois. Bon, bref, c'est un bazar. C'est un truc de ouf, cette maison. Et voilà, j'essaie de leur montrer un peu toutes les facettes du Brésil. Et puis, euh, et puis voilà, c'était l'un des projets, du coup, de venir m'installer ici, de gérer à distance, avoir une meilleure qualité de vie aussi, proposer une meilleure qualité de vie à ma famille, et puis voilà, travailler avec les camps. J'ai ouvert un club, mais je l'ai refermé, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Brésil, bah, je suis passé d'une vie où je me réveillais à 7 heures et je me couchais à minuit non-stop, sans m'arrêter, à une vie où j'arrive là et waouh, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Bon, oui, je vais gérer le club et tout, mais je donnais plus de cours, enfin, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, du coup, bah, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je sais faire? Ah, bah, je sais ouvrir des clubs et puis je sais faire en sorte que ça marche, quoi. Et en fait, quand je l'ai ouvert, et bah, je me suis rendu compte que c'était plus du tout ça que je voulais faire. Et du coup, bah, j'y allais quasiment jamais. Donc, j'ai mis des profs en place et tout. J'ai essayé un peu de les former, de leur dire comment fallait être, etc. Mais dans un business, si t'es pas là pour le lancer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça aura du mal à décoller. Donc ça a jamais décollé. On a attendu quand même avec ma femme presque 2 ans. Et puis au final, là, on l'a fermé le mois passé. Donc je suis pas du tout triste ou autre. Enfin, il y en a, ah, désolé, vraiment. C'est plus, voilà, ça m'a appris des leçons et un business, si t'es pas dedans, ça va pas marcher. Et puis, bah voilà, c'est plus ça que je veux faire, quoi. Ou en tout cas, pas ici au Brésil, quoi. Beaucoup d'investissements personnels. Et est-ce que quand on est français, qu'on arrive dans un pays étranger et qu'on veut justement ouvrir une salle où ce sport, Mm, mm. c'est le sport de naissance des Brésiliens avec le foot, est-ce que c'est pas aussi, c'est pas dur? En fait, les Brésiliens, ils sont très ouverts et même ici, ils critiquent un peu ça d'eux-mêmes, tu vois. Ils disent, je vais être un peu vulgaire, je sais pas si on a le droit, mais ouais, Bien sûr, c'est bien sûr. ah, le Brésilien, il est suce-boule des Européens ou ah, il est trop fan des États-Unis, mais il se concentre pas assez sur son pays. En fait, ils sont vraiment. Dès que je dis que je suis français, ils s'intéressent tout de suite à ah, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'as monté un club, mais c'est génial. Ah, je vais passer, je vais ci, je vais ça. Enfin, tu vois, non, ils sont très respectueux de ça et ils se posent beaucoup de questions en fait. Donc ils sont très 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 ouverts aux étrangers. Ils sont très très ouverts à voilà essayer de comprendre pourquoi on est là aussi. Mais comment ça se fait? Tu viens ici, mais c'est pourri le Brésil et tout. Bah non, enfin bon, si tu as les conditions de payer tes factures ici, bah la vie, elle est incroyable. Maintenant, c'est sûr que si t'as pas les moyens, ici, il y a rien, quoi. Tu vas manger.
Et si tu manges, bah, tu mangeras que du riz et des haricots noirs, quoi, tu vois. Mais si tu as les moyens, bah ouais, la vie, elle est magnifique au Brésil. Et voilà, mais ouais, non, ils sont très, très ouverts. Et puis même quand tu vas dans les clubs, ils veulent, tu sais, même ils prennent ils veulent prendre des photos avec toi. Ils sont contents que tu passes chez eux, quoi, tu vois. Donc, non, non, il y a pas ce problème-là. Non, je sais, il y en a plein. Au début, quand je leur disais, je veux ouvrir un club au Brésil, ils disaient, mais comment ça, tu veux ouvrir un club de lutte à livrer, JJB au Brésil? Il était français, mais comment c'est possible? Ouais. Mais en fait, non, encore une fois, tout dépend de la façon dont tu présentes les choses. Si tu présentes les choses de forme humble et tu dis, voilà, moi je viens, j'essaye d'apporter ce que je peux, qui va te dire quelque chose, quoi, qui va te critiquer, quoi. Et moi, je connais le NR Fight parce qu'il y a beaucoup de combattants de MMA qui s'entraînent. Aujourd'hui, le NR Fight, c'est devenu un club de MMA, en fait. À la base, toi, ça Mhm. partait sur de la lutte à livrer. Pour C'est toi, ça. justement, tu l'as dit pour tes sparring, tout ça. Et aujourd'hui, il y a plusieurs professeurs qui enseignent, des coachs de striking, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait la transition de la lutte à livrer au MMA? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez aux combattants de MMA? Pourquoi venir au NR Fight? Ouais. En fait, euh, tu vois, il y a une année où je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, bon, il faut. Parce que, en fait, moi, mon club, ça marchait pas du tout. Ça a vivoté comme 99% des clubs en France. Je vivotais, j'étais obligé de faire d'autres choses à côté pour pouvoir payer mes factures. Et il y a une année, en discutant avec ma femme, on s'est dit, bon, ouais, là, faut qu'on y aille. Et, enfin, voilà, on se donne une chance, quoi. On se dit pendant un an, on essaye vraiment de faire en sorte que ça marche, quoi. Et en fait, j'ai très vite pris conscience qu'il fallait que je développe les autres sports en parallèle de la lutte à livrer. Il fallait que je remplisse les autres créneaux, quoi. Et ce serait compliqué de remplir. Ouais, aujourd'hui, j'y arrive, mais à l'époque, remplir un club du lundi au dimanche avec que de la lutte à livrer, ça aurait pu être un peu compliqué. Et du coup, j'ai vite pris conscience qu'il fallait absolument euh, que je développe les autres sports. Donc, boxe thaï, MMA, boxe anglaise, kickboxing, on a de la prépa physique, donc jiu-jitsu brésilien, etc. Et en fait, très rapidement, bah, j'avais déjà beaucoup de combattants de MMA qui venaient s'entraîner chez nous pour le sol. Et donc, en fait, ça a été assez facile, entre guillemets, de lancer des cours de MMA compétition au club. Parce qu'on avait déjà des cours de MMA, mais quand on a lancé les cours de compétition, alors au début, c'était moi, mais moi, j'y connais pas grand-chose, hein, je suis vraiment débutant en MMA. Donc, voilà, c'était juste pour lancer un peu le truc. Mais rapidement, j'ai eu Jean Endoy, en fait, qui a repris les créneaux. Et puis derrière, on a eu Johnny Frachet aussi qui a repris, là, depuis pas très longtemps, des créneaux aussi au club, qui encadre la section de MMA pour la compétition. Et pourquoi venir au club? Parce qu'en fait, chez nous, on essaie vraiment d'encadrer les gens comme on peut. On est vraiment à l'écoute des combattants, on est vraiment à l'écoute du pratiquant. Le pratiquant, il peut venir pour pratiquer en débutant, il n'y a pas de souci, il y a des cours débutants, il veut venir pratiquer, il veut aller un peu l'étape au-dessus. Bah, il y aura des séances de sparring amateur s'il veut se tester un petit peu. Derrière, on a des créneaux de tout niveau où là, bah voilà, c'est un peu tout le monde qui vient et bon, qui s'entraîne ensemble. Derrière, on a des cours compétition et après, on a des cours sparring un peu appuyés quand même, où les mecs ils peuvent venir pour évoluer. Donc voilà, pourquoi venir au NR5? Bah, parce que je pense qu'on est un club à l'écoute des combattants, des adhérents. Et puis, bah, on se remet tout le temps en question, quoi. On essaie d'évoluer et d'apporter ce que les adhérents ils ont besoin, ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin et ce que nous on pense qu'ils ont vraiment besoin. Donc, on essaie de faire un peu un mix. Et puis là, on a des cours de prépa physique. Quand les gens ils sont inscrits, en fait, ils ont accès à toutes les disciplines du club. Il n'y a pas besoin de choisir discipline, ils ont accès à tout. Donc ils peuvent venir, ils veulent venir pour le MMA, mais derrière, je suis un peu nul au sol, bah hop, il va aller s'entraîner ou en JJB ou en lutte à livrer. Il y a des cours de lutte, il y a des cours de boxe thaï, il y a des cours de boxe anglaise. Et puis on parle maintenant un peu plus du MMA même que de la lutte à livrer. Mais on a aussi, tu vois, là, cette année, on a lancé les cours de boxe thaï en compétition. Et là, il y a quelques semaines, on a eu deux champions de France et un vice-champion de France en boxe thaï. Je m'y connais pas très bien, je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais le prof m'a dit que c'était quand même pas mal. Ah, bien sûr. Donc, donc c'est cool, tu vois, en peu de temps, on arrive à avoir des bons résultats parce qu'on a vraiment des gens qui sont vraiment passionnés et qui ont envie vraiment de s'entraîner. Je pense qu'on arrive bien à transmettre cette passion-là et voilà, encore une fois, à encadrer les élèves du mieux qu'on peut, quoi. Après, personne n'est parfait, mais on essaie de faire de notre mieux. Et la légalisation du MMA, est-ce qu'elle vous a aidé justement dans le développement de ta salle?
et dans cette réussite aujourd'hui parce que quand on pense à des clubs français, je pense au MMA Factory, à la Hatch Ouais. Academy, à la Snake Team et on pense bien évidemment au NR Fight. Mm. D'ailleurs, est-ce que tu as pensé aussi à te développer dans le management, tout ça, ou pas du tout? Toi, vraiment, tu délègues beaucoup aussi, je vois. Excuse-moi, je t'ai posé plein de Ouais, questions en même temps. ouais, pas de souci. En fait, par rapport au management, on est avec, on n'en communique pas tellement dessus pour l'instant, mais Ok. on travaille énormément avec Guillaume Pelletier, et JB Shelby, donc Ouais, qui travaillent ensemble, là. On échange, on travaille énormément avec eux. Voilà, en fait, on a décidé d'avoir plutôt ce fonctionnement-là en fait, on veut pas être marié, tu vois. Par contre, on est fidèle, c'est-à-dire que s'ils nous ont vraiment aidé sur un combattant, bah, bien évidemment, on va leur laisser le droit de décider pour le combat, enfin pas pour le combattant, mais de décider de la carrière, tu vois, ou de bien sûr. proposer les combats. Ils auront bien évidemment la priorité, mais voilà, en tout cas, ils nous aident énormément avec nos amateurs. Ils trouvent énormément de, tu vois, et en plus les amateurs, il n'y a pas du tout d'argent, donc ils espèrent quand même, voilà, c'est un investissement, donc c'est pour ça que nous, derrière, bien évidemment, on voudra leur rendre parce qu'ils mettent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour nos amateurs. On a des amateurs qui sont et qui étaient en équipe de France là, de MMA amateur. Et bientôt, ils vont passer pro. Franchement, quand ils vont être en pro, ça va faire vraiment mal parce que là, on a vraiment pris le temps, tu vois, on les a vraiment laissés prendre un maximum d'expérience. Tu vois, c'est un truc que Jean, il avait remarqué, en tout cas en Angleterre, que les combattants, bah, ils faisaient énormément d'amateurs, ils faisaient énormément de combats avant de passer en professionnel. Forcément, quand ils passent en professionnel, s'ils ont déjà eu 30, 40, 50, 60 combats, c'est un truc de fou. Tu vois, on en a un là, en un an, il a fait 22 combats, quoi. Donc c'est quand même, tu vois, t'imagines, c'est énorme. Donc il va arriver en professionnel avec un gros bagage. Et on a aussi un gros groupe féminin. Franchement, je pense qu'on a 70% des féminines Française, ouais. françaises. Tu vois, bon, toutes elles représentent pas forcément une fight, mais toutes elles s'entraînent ensemble. Ouais, je Tu vois, pense on à a Lucie Berthaud, on Alexandra a Tekena. Lucie Berthaud, Alexandra Tekena, on a Mathilde, bon, qui est pour l'instant encore en amateur. On a Laetitia Blot. Enfin bon, on en a plein qui s'entraînent au club, qui s'entraînent ensemble. Et ça, c'est un truc aussi que j'essaie de faire comprendre, c'est que, en fait, les filles, depuis qu'elles s'entraînent qu'entre filles, bah, elles ont progressé de fou, quoi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important à prendre en considération. Euh, et on peut faire le parallèle aussi chez les hommes avec les catégories de poids, quoi. Combien de fois je vois des mecs qui font 70 kilos, qui s'entraînent avec des mecs qui font 90 kilos, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. À part travailler un peu le mental, mais le mental, on peut le travailler autrement, quoi, tu vois. En plus, ça augmente les risques de blessures. Le mec qui fait 90 kilos, ça va pas servir à grand chose. Peut-être il va travailler un peu sa rapidité, mais bon. Et à un moment, ça reste du combat, donc il va vouloir quand même utiliser sa force, il va vouloir utiliser son poids. Ouais. Et l'autre, le léger, enfin, ça sert pas à grand chose. Et c'est pareil chez les filles, en fait. Les filles, je sais que dans des clubs, il y a des filles qui s'entraînent qu'avec des garçons. Bah, franchement, entraînez-vous qu'avec des filles, vous allez voir comment vous allez progresser super vite. Et c'est la même chose, du coup, chez les garçons. Entraînez-vous qu'avec des gens qui font quasiment votre poids. Les lourds, pareil. Les lourds, combien de fois je vais dans des salles, les lourds, je les vois jamais tourner entre eux, quoi. Je les vois jamais tourner entre eux. Ils tournent que avec des plus légers qu'eux, quoi. Mais c'est un peu la facilité. Et puis forcément, c'est agréable. Le mec, il vient enfin, tu vois, je vais parler du sol. Le mec, il vient en position montée, donc à cheval, tu vois, complètement sur toi. Tu fais 100 kilos, l'autre, il fait 60 kilos. Bah, je sais que je vais sortir rien qu'en poussant. Donc ouais, c'est agréable, c'est bien. Mais le combat, en compétition, ce ne sera pas ça. Le mec, tu vas pas juste le pousser comme ça et le dégager. Donc tu vas pas progresser de la même façon. L'autre question, je sais plus ce que tu m'avais demandé par rapport aux autres clubs. Non, je t'avais Ouais, demandé si, le MMA, la légalisation du MMA. ouais, ce Bah qu'elle ouais, t'a dit. Ouais. bien évidemment, Un on a eu un avant-après. boom, hein, au niveau du MMA. Avant, c'était les gens ils venaient chez nous pour pratiquer un peu tout, tu vois. Enfin, il y en a qui nous contactaient, ah, je veux de la boxe anglaise, un autre, ah, je veux de la lutte à livrer, un autre, ah, je veux de la lutte. Et aujourd'hui, on va dire peut-être que 60% des gens, 70%, ils nous contactent pour le MMA. Il y a une vraie envie de faire du MMA. Et puis je pense que quand même, tu as cité ce club-là, mais on peut remercier quand même Fernand Lopez pour Ouais, tout ce qu'il a apporté. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Mais bien celui sûr. qui a vraiment, on va dire, partagé ou qui a fait vraiment connaître par le grand public, bah, grâce à Ngannou et après maintenant Cyril Gane, bah voilà, c'est quand même Fernand. Donc on peut le remercier
Pour ça, on peut ne pas aimer certaines choses chez lui, mais bon voilà, de toute façon, quand on est sous les projecteurs, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté C'est qui vont ça. sortir. Donc forcément, on peut critiquer, mais on peut aussi remercier quand même ce qui a été fait. Et puis ouais, pareil, on peut remercier d'autres. On peut remercier aussi Hatch pour tous les événements qu'il a créés, tout le MMA. Parce que sans lui, je sais pas comment on aurait sorti des Français à l'étranger, tu vois. Puis etc. Bon, on peut remercier plein de gens, mais voilà, Ouais. grâce à tous ces gens-là, à tous ceux qui ont travaillé pour le MMA, bah vraiment merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, bah, grâce à vous, le NR Fight, il y a quand même pas mal d'adhérents. Et puis voilà, c'est un travail d'équipe en vrai. On peut se tirer dans les pattes, mais c'est un vrai travail d'équipe où tous ensemble, on essaie de faire avancer les choses et faire connaître les sports de combat ou le MMA à plus de personnes pour que les gens ils s'y intéressent et aient envie de pratiquer ou aient envie tout simplement de le regarder, d'acheter du matériel, d'acheter des vêtements, l'UFC ou autre. Voilà. Et au niveau, justement, il y a certaines salles qui ont créé en parallèle des organisations. Ça va avec une autre question. Est-ce que tu as encore des objectifs aujourd'hui? Je parle dans le sport. Et aussi, j'en ai une autre qui me vient à la tête, dans l'esprit. Et à l'esprit. Ouais. Est-ce que tu as eu envie de faire du MMA, toi, euh, étant donné que tu as tout Alors, pour pouvoir performer, en fait? euh, alors aujourd'hui, j'ai 37 ans Ah, j'allais te et demander bien ton âge, évidemment, justement. il y a un moment où tu vois bien que ton niveau, il fait ça, même Ouais. si tu essaies de t'entraîner, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Et en fait, j'ai déjà fait un combat de MMA. C'était avant le Covid, un an avant le Covid. J'ai fait un combat de MMA, c'était au Brésil, face à Psychopata. Non, pas connu, hein, pas connu, mais c'était juste le blaze qui était marrant. Ouais. Le psychopathe, quoi. Et Ok. donc c'était en moins de 66 kilos. Et c'était ma première et seule expérience en MMA. En fait, je devais en faire un deuxième. Mais bah, le Covid est arrivé et le Covid a mis fin à ma carrière, à ma super carrière dans le MMA. Du coup, c'était une victoire Euh, ou une défaite? Ouais, j'ai gagné sur soumission. Il y a mon combat qui est dispo sur YouTube. Ouais, c'est pas très joli à voir, mais voilà, bon, j'ai gagné. J'ai eu mon expérience sur MMA, donc c'était cool. Je voulais voir parce que bon, j'ai pas vu grand-chose, mais l'idée c'est que si je dois encadrer des gens ou les conseiller ou autre, bah voilà, sentir au moins une fois ce que c'était important. Donc voilà, j'allais en faire un deuxième, mais le Covid est arrivé, et puis ouais, derrière. Le Covid, je pense, a fait arrêter la carrière à beaucoup de gens. Donc voilà, derrière, non, j'ai pas fait d'autres combats. Et est-ce que tu as des objectifs aujourd'hui, que ce soit en compétition ou Ouais, projet, entrepreneuriat, tout alors, ça? ouais. Alors, par rapport aux compètes, normalement, j'ai arrêté. Après, là, il y a un entraîneur là, qui est en train de me chauffer pour essayer que je reprenne. Mais en fait, le truc, c'est que je sais ce que ça coûte de faire du haut niveau ou de gagner des compétitions. Et en fait, j'ai pas envie d'aller en compète juste pour aller en compète. J'ai envie d'aller en compète, bien évidemment, pour gagner et profiter ou profiter en tout cas de l'expérience à fond. Pour en profiter à fond, il faut faire une vraie préparation. Et je sais pas si aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Voilà, on verra. J'essaie de reprendre, d'augmenter un peu mon volume d'entraînement, mais bon, c'est compliqué. Et par rapport à l'entrepreneuriat, bah écoute, non, je suis focus vachement sur mon club là. Je suis focus aussi sur fan de combat. Fan de combat, c'est un site partenaire avec BJJ Fanatics, c'est Dynamic Striking. Pour ceux qui connaissent, c'est des vidéos instructionnelles, je sais pas comment on peut dire en français, c'est des tutoriels, des vidéos de formation où on apprend en fait les sports de combat, quoi. Donc c'est avec les meilleurs combattants mondiaux. Donc jusqu'à présent, c'était uniquement en anglais. Et en fait, c'est le seul site qu'on a hors États-Unis, quoi. C'est le seul site qu'ils ont en français pour les Français. Et il y a aussi plein de Français qui sont dedans, comme bah, surtout même dans le pied-point, on a Cédric Doumbé, Youssef Bouganem, on a, euh, Il n'y a pas Benoît on a Saint-Denis Olivier aussi? Michalesco. Il n'y a pas Benoît Saint-Denis, mais il y a son professeur. Il y a Daniel Daniel Warin? Voirin. Ok. Donc peut-être qu'on en fera un aussi avec Benoît un jour. Mais pour l'instant, on a Daniel Voirin. On a Morgan, on a beaucoup de monde. Donc voilà, moi je suis focus aussi là-dessus, essayer de faire avancer ça. Et puis, euh, et puis voilà, essayer de développer aussi bah voilà, les stages au Brésil, développer un peu les trucs parallèles, on va dire, C'est au sûr. sport de combat pour que les gens ils aient aussi une autre expérience en fait des sports de combat. Et aussi en parallèle de tes salles, tu as mis en place une chaîne YouTube, Enerfight, Ouais. où on y retrouve beaucoup de contenu, beaucoup de conseils.
Ça aussi, c'était une volonté de ta part clairement d'offrir ça même pas qu'aux adhérents, en fait. Hein. Ouais, ouais. En fait, tu vois, j'ai compris que c'était important d'être présent dans le digital. Enfin, je l'ai compris depuis longtemps, mais en vrai, je me suis jamais vraiment focus dessus. Euh, et, euh, et le fait de ne plus être à Paris et d'avoir vraiment du temps pour réfléchir et créer du contenu, je me suis vraiment mis à fond. Et en fait, bah voilà, tu te poses toujours la question de qui tu veux être sur les réseaux, quoi. Qu'est-ce que tu veux dégager? Est-ce que tu veux être ce mec-là, je sais pas, qui est dans la polémique? Est-ce que tu veux être ce mec-là qui montre que de la technique? Est-ce que tu veux être ce mec-là qui fait des blagues? Voilà, qui tu veux être? Et en vrai, tu vois, celui que je veux être, en tout cas, c'est celui qui essaye, en tout cas, j'essaye de partager mon expérience, parce que moi, c'était tout ce que je communique aujourd'hui, c'est des choses que j'aurais voulu entendre à l'époque, tu vois. Quelle attitude avoir, quel mindset avoir, comment apprendre une technique, comment essayer de l'appliquer, combien de fois il faut que je m'entraîne par semaine, combien de fois il faut que je m'entraîne par jour, quelle intensité, etc. Donc voilà, c'est des conseils que j'essaie d'apporter, en tout cas, pas forcément des conseils, mais un partage d'expérience. Parce que pareil, ça, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tu pourras pas reproduire vraiment ce que quelqu'un a fait, parce que t'as pas sa personnalité, t'as pas son physique, t'as pas son état d'esprit, t'as pas son intelligence. Euh, et, et en fait, tu vas juste t'inspirer un peu de ce que tu vois à droite, à gauche pour essayer de te faire ta propre personne, ton propre combattant, et puis et puis de pratiquer, d'essayer de pratiquer le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est ce que je veux apporter en tout cas. Et puis là, maintenant, je vais essayer aussi de pas mal de proposer de contenu pour comprendre le combat au sol. Parce qu'en fait, trop peu de personnes s'y intéressent parce qu'ils comprennent pas, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et c'est normal. Le foot, c'est facile. Bon, il faut mettre le Ouais. ballon entre les buts, là. Donc voilà. La boxe, bon, bah voilà, les coups dans le visage. Après, le truc des baffes aussi, là. Pourquoi c'est vendeur? Pourquoi Dana White, il s'y met à fond? Mais parce que c'est un truc, en 3 secondes et demie, tu sais déjà qui est vainqueur. C'est impressionnant. Enfin, c'est facile à vendre, quoi. Maintenant, le combat au sol, c'est difficile à vendre parce il faut former les gens et il faut leur expliquer ce qui se passe, en fait. Pourquoi dans cette position-là? Bah, c'est super beau ce qu'il a fait. Bah, parce qu'en fait, il y avait ça qui le bloquait et il a réussi à désarmer tout ça en reprenant l'avantage derrière, pas juste en fuyant. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça à faire comprendre. Donc là, je pense que ça va être mon objectif sur les prochaines semaines, prochains mois, d'essayer de faire pas mal de vidéos dans ce sens-là. Et puis aussi, bah, peut-être un peu plus polémique ou un peu plus partager voilà, mon avis sans être sans mettre de filtre, quoi, tu vois. On verra, j'espère que, j'espère qu'on m'insultera pas trop, mais l'idée, c'est d'essayer d'être un peu plus franc aussi et puis, bah, pareil aussi, tu vois, de faire découvrir. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans ce milieu, donc je connais tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, Morgan, voilà, je l'ai rencontré et c'était, je vais pas dire un enfant, mais c'était un ado. Lopez, moi, je le connais depuis à l'époque où j'allais m'entraîner en lutte à Bagnolet. Il était même venu s'entraîner au sol un peu chez nous. Je sais pas, enfin, tout le monde, en fait, on se connaît, tu vois. Ouais, On vous êtes un a, petit groupe, quoi. Vous êtes une Ouais, c'est un famille. petit groupe, on se connaît. On s'apprécie pas Ouais. 100% tout le monde, mais je pense que quand même on peut se respecter chacun et puis on peut aussi chacun apporter notre pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Donc voilà, donc j'essaie aussi de proposer un peu des contenus comme ça et j'aimerais bien faire des trucs un peu plus drôles, mais bon, j'ai pas encore trouvé l'humour qu'il faut. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont venir. Donc, n'hésitez Ouais, pas ouais. à aller suivre Nicolas sur ses réseaux ainsi que sur sa chaîne YouTube. C'est intéressant justement ce que tu dis. Le sol, c'est vrai que c'est important d'éduquer en plus avec maintenant tout le monde qui s'intéresse au MMA. Ben, moi, j'entends beaucoup de gens et même moi, je l'ai pensé au début. Ouais, j'aime pas le sol, tu vois. Donc, Mhm. mais quand on nous l'explique et qu'on le comprend, ben, Ah, c'est bizarrement, magnifique, voilà, on en devient même c'est amoureux. magnifique. Je vais C'est pousser loin. ça. Non, non, c'est vrai. Je trouve ça intéressant que tu mettes l'emphase sur le fait de l'apprendre. Et pour ce qui est de l'actualité aussi, en parler, là, j'ai pu voir la vidéo où tu as parlé de Cyril Gane et de John Jones. D'ailleurs, la vidéo, elle sortira après, mais ça va être le dernier sujet de ce podcast. Ben Ouais. là, il y a un gros combat qui arrive. D'ailleurs, j'invite tous les gens à aller voir aussi la superbe analyse que tu as fait. Moi, je l'ai écouté et j'ai trouvé vachement Ouais, t'as bien intéressant. aimé? Ouais, parce Bon, que tu apportes un avis différent de ce qui peut se faire sur d'autres chaînes YouTube ou ouais. même de ce que j'ai pu penser. Et c'est vachement intéressant. Donc, du coup, toi, tu vois John Jones gagner. Je vais direct dans le dur. Putain, alors,
Tu vois, j'ai refait une vidéo aujourd'hui en disant, Ouais, putain, je sais pas, je l'ai je pas sais vu. plus, je ne sais plus qui va gagner. Ce que je dis à C'est la fin de ma fou. vidéo, c'est, ouais, bah en fait, c'est fait exprès en même temps, tu vois, ils veulent brouiller les pistes, enfin, et puis Ouais, plus tu vois l'un et l'autre, et puis plus tu vois, ah ouais, bah en fait, il est bien, ah, mais en fait, lui, il est ci, il est ouais. ça. Maintenant, si on analyse vraiment les chiffres, qui John Jones il a pris, qui il a battu, comment il a battu, depuis combien de temps il pratique, ses connaissances techniques, il Bien est sûr. complet partout en vrai, tu vois. Maintenant, voilà, quand tu compares tout ça, bah, tu te dis forcément, bah, attends, c'est John Jones qui va gagner et facilement, tu vois. Maintenant, quand tu vas écouter d'autres gens qui vont te dire, ouais, mais attends, Mhm. s'il gagne, il a peut-être les armes parce que regarde, quand John Jones il a pris Reis, quand il a pris aussi Thiago le Santos et Brésilien, là, Thiago, ouais, voilà, ouais, quand il a pris tous les mecs qui faisaient à peu près Anthony sa taille, Smith, il est en qui galère. tapait debout et qui bougeait, Mhm. tu vois, un peu tout ce que Cyril il a, et ben, il était en galère et c'était des combats beaucoup plus difficiles. Et Cyril est quand même plus à l'aise que les trois qu'il a pris. Donc voilà, et au final, j'ai envie de dire, la raison me dit John Jones, mais mon cœur me dit Cyril. Bien sûr, c'est pour Donc, ça que c'est pas évident. Mais donc aussi, voilà, ouais, c'est pas facile. toi que ça fait longtemps que tu suis, tu as vu qu'il y a l'évolution. Malheureusement, les combattants que tu as pu connaître il y a quelques années, ben Ouais, forcément, un jour ou l'autre, ils sont plus au niveau et tu as c'est des ça. nouveaux gars qui arrivent et qui leur roulent dessus, comme Mm, mm. je crois Galvao et Gordon Ryan. Non, c'est pas les mêmes Ouais, ouais, générations, ouais. non? Il y a Ah ouais. toujours ce passage de flambeau, en fait. Donc peut-être qu'on va y assister. Enfin voilà, ce sera Ah ouais, la réponse. ça, peut-être c'est vrai, peut-être qu'on va y assister. Après, John Jones, il a 35 ans, il a pas 40 ans. Enfin, Oui, il est encore. ce que j'ai entendu, il est encore dans l'âge où ça peut aller, tu vois. Et franchement, il a l'air d'avoir une dalle. Il a l'air vraiment, vraiment d'avoir faim. Et tu vois, c'est vrai, comme je disais aussi dans la vidéo, bon, ils ont laissé transparaître que le fait que Cyril Gann était en train de jouer à la PlayStation tout le temps, ou il était en train de faire Ouais, des. oui, oui. Mais bon, même si ils ont beaucoup partagé ça avec l'image qui reste, c'est ça, malgré tout, je vois pas John Jones jouer à la PlayStation, tu vois. John Jones, à chaque fois qu'on le voit, ou à chaque fois, je sais pas, qu'il y a une petite image qui sort de lui, il est en Il train regarde les d'analyser un combats de combat. Cyril. Il est tout le temps en train d'analyser. Donc, j'imagine aussi que Cyril l'a fait. Mais encore une fois, en ayant vu ceux qui gagnent et ceux qui perdent, bah ça, c'est l'un des trucs vraiment marquants entre les deux, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je vais aller du côté de John Jones. Si je devais mettre de l'argent, je mettrais sur John Jones. Mais c'est vrai que, bah, bien évidemment, je suis français. Genre, s'il y a un Français qui gagne, c'est incroyable. Aussi bien pour notre pays, mais pour le MMA en France, pour mon business, pour tout ça. Bien évidemment, on espère qu'il va gagner. Donc voilà. Et juste pour revenir par rapport à ce que tu as dit par rapport au combat au sol, tu vois, l'une des grosses problématiques en fait du combat au sol, c'est que il y a beaucoup de gens qui rendent ce sport compliqué alors qu'il ne l'est pas. En fait, il va devenir compliqué au fur et à mesure. Mais en vrai, malheureusement, il y a plein de gens bah, qui se sont improvisés professeurs où on n'a pas tous la même chance d'avoir la bonne compréhension du sport. Et je le vois aussi dans le pied-point, tu vois. Je me suis entraîné avec des mecs, ouah, ouais, je comprenais rien, j'arrivais pas à appliquer derrière. Je me suis entraîné avec d'autres mecs, bah, ils m'ont simplifié le truc, bim bam boum, t'es là, tu fais ça, t'es là, tu fais ça. Le mec il avance sur toi, t'envoies d'abord bras arrière, crochet. Enfin, après ils m'ont parlé un peu plus en mode grappleur, tu vois. Grappleur, on est comme ça, t'es dans cette position, qu'est-ce que je dois faire? T'es dans cette position, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est vrai qu'en pied-point, bah, la plupart des coachs, c'est plus un état d'esprit qu'ils veulent transmettre plutôt que ah, t'es ici, il t'envoie ça, tu dois réagir comme ça. Euh, mais du coup, je pense que si on simplifie vraiment le combat au sol en disant, bon, je suis dans la garde, le mec, il est sur le dos, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut que ses pieds ils soient derrière moi. Après, il faut que ce soit ses genoux. Je peux me permettre maintenant de contrôler son bassin et d'essayer de contrôler sa tête. Ça sert à rien de contrôler sa tête avant. Tant que j'ai pas passé ses genoux, sa tête, elle est trop loin. Ça sert à rien d'aller la contrôler. Donc, il faut d'abord m'occuper du bas des gens, du bas du corps pour pouvoir monter et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des choses vraiment c'est pas si compliqué que ça. Et malheureusement, bon, il y a des gens qui l'expliquent de façon trop difficile. Et du coup, derrière, il y a plein de gens qui se disent, ah, ce sport-là, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Et c'est dommage parce que c'est un beau sport et je pense que, et en plus, on peut le pratiquer à n'importe quel âge, n'importe quel niveau. Et puis, même si on veut faire de la compétition, on peut faire de la compétition parce que peu importe l'âge qu'on a, le poids, le niveau, on peut faire de la compétition parce que les compétitions sont par catégorie de poids, catégorie d'âge et catégorie de niveau. Donc, franchement, c'est vraiment un beau sport
mais voilà, on va essayer d'aider à ce que les gens comprennent ce sport et aient envie de le pratiquer aussi. Ouais. Nicolas, merci d'avoir répondu à Voilà, toutes mes questions. Est-ce qu'il y avec aurait plaisir. quelque chose à ajouter sur l'actualité du NR Fight? Non, bah Quelque chose que bon j'aurais après oublié? ouais, non, après ça va passer après, mais ce soir on a Nicolas Leblond qui fait son retour là à l'Hexagone MMA, il me semble, Ok. ou c'est MMA GP. Ouais, c'est Hexagone MMA, il me semble. C'est quoi, c'est MMA GP ou pas ce soir? Je Ce sais soir, même plus. c'est MMA GP. Ok, MMA GP, ça je confonds à chaque fois les deux événements. Du coup, MMA GP, et puis voilà, non, c'est Nicolas Leblond, ça fait un moment qu'il s'entraîne au club, donc ça fait plaisir. J'aime toujours le voir revenir. Et puis un ancien du NR Fight aussi, il fait plus partie du NR Fight malheureusement, mais on a aussi Zuber Bouarsa qui va combattre pour la ceinture des moins de 57 kilos face à Aljou Rid, ouais. Vous avez compris, j'ai un peu du mal avec les noms. Mais voilà, en tout cas, on espère que ce sera des beaux combats. Moi, ce que je dis toujours, c'est bah, on est là pour gagner, bien évidemment, mais tant qu'il me propose un beau combat avec de l'envie, de la technique, de la stratégie, et que voilà, il s'accroche pour aller chercher la victoire, on est content. Donc, let's go. Super, on va passer au five. C'est le petit questionnaire de 5 questions en fin d'interview. Allez, Comme se veut la tradition, est-ce que tu es prêt, Nico? c'est parti. JJB ou lutte? Oh putain, lutte ou lutte à livrer? Moi, j'ai marqué lutte, mais bon, on peut dire Ouais, lutte à alors livrer. lutte, ouais. Lutte à Bah livrer. ouais, bah forcément lutte à livrer, ouais. Après, si c'est JJB ou lutte, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai, peut-être aujourd'hui JJB, peut-être. Tiens. Allez, pour changer. UFC ou ADCC? Oh là là, c'est difficile. Bah la DCC, ça fait partie de moi. On va dire, c'est 10 ans de ma vie, donc on va dire ADCC. Entraîner ou entraîner? S'entraîner, pardon. Ouais. Donc où je suis l'entraîneur, où je m'entraîne, Ouais. quoi. Ce que tu Ouais, préfères. aujourd'hui, ouais, bah j'aime les deux, mais on va dire qu'aujourd'hui, je suis surtout sur un retour sur moi-même, donc on va dire s'entraîner pour l'instant. Et entraîner en France ou entraîner au Brésil? Ou vivre même. Ce que tu préfères. Ouais. Je dirais entraîner en France et vivre au Brésil. Et ton repas Voilà. préféré? Dernière question. Ouf. Allez, ochazuke. En fait, ma femme, elle est brésilienne-japonaise et c'est un plat japonais que j'aime beaucoup. C'est du saumon avec, enfin, du riz avec du saumon et un genre de bouillon qui va par-dessus. Et ça, c'est l'un de mes plats préférés, si on doit en choisir qu'un seul. Super. Nicolas, merci d'avoir répondu à Voilà. toutes mes questions. Merci de m'avoir Merci à accordé toi. du temps. C'était un plaisir de faire ta connaissance et j'espère que les auditeurs auront ressenti ce plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller suivre Nicolas. Merci Avec plaisir. pour la force que tu donnes à mon média, pour le temps que tu m'as accordé. Yes. Et puis de toute façon, on va se capter très vite pour de nouvelles. Avec plaisir. Avec plaisir, n'hésite pas. Merci beaucoup, Nico. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao.